Bien le bonjour à vous, très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi dans votre émission Bonjour d'Algérie. Et aujourd'hui nous sommes le 18 mai, donc c'est la journée internationale des musées et donc nous recevrons Zoher Harishan, directeur du musée Bardo. Il viendra nous parler donc de ce métier et surtout de tous ces beaux musées que nous avons à Alger et même en dehors. Nous recevrons aussi donc Mohamed Elias Bendali, président de l'association des médecins spécialistes de la wilaya de Ain Defla, et Abdelkader Larbi Bouamran, donc président de l'association algérienne de la médecine interne. Donc c'est une journée qui s'est passée à Miliana. Ils viendront nous parler de cette journée de formation continue. Nous parlerons aussi d'une nouveauté donc qui est la formation de guide de montagne. C'est une nouveauté en Algérie et nous recevrons Rachid Keddash, chef de service des activités de la jeunesse, et Lounes Mziani, directeur de stage de la formation de guide de montagne. Donc nous saurons un peu plus sur cette nouvelle voie. Voilà, et bien entendu, place toujours à tout ce qui est art. Cette fois-ci, ça sera l'art culinaire à l'honneur puisque nous recevrons Kenza Brarti, qui est chef et organisateur d'un concours donc, qui s'est passé il y a quelques jours. C'est le premier forum arabe des arts culinaires et des gâteaux et ça s'est passé à Ben Jarrah. Voilà donc le programme pour notre matinée et bien entendu on commence toujours avec les nouvelles du ciel avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à toi. Merci. Comme ça que je dis, ça fait plaisir de te voir. Bah, c'est réciproque. Ah, j'espère bien. Il y a intérêt. Bah oui. Mina, alors dis-moi, retour du beau temps apparemment. Non, Retour du beau temps à partir de l'après-midi, mais il faudra s'attendre quand même à quelques gouttes de pluie toujours sur le centre, l'est. Voilà. D'accord. Amélioration à l'ouest peut-être cet après-midi. Bah, tu nous dis tout. Voilà, avec plaisir. Bonjour à tous, très bon réveil. Et bien aujourd'hui, quelques passages nuageux avec toujours quelques pluies, toujours sur le centre, des pluies un peu plus importantes vers la partie est, accompagnées d'orages, seront accompagnées d'orages. On notera une petite amélioration à partir de l'après-midi, notamment vers la partie ouest et puis sur les régions sahariennes. On notera un ciel partiellement voilé avec quelques orages isolés sur la Saoura, le Nord Sahara, les oasis. Un ciel voilé vers l'extrême sud, le Gard, le Tassili et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord un minimum de 15 degrés à Rilizen, Tiaret, 22 degrés du côté d'Alger, ainsi qu'à Annaba, 22 degrés également à Tizi Ouzou, 20 degrés à Oran, 18 à Tlemcen, 30 degrés à Gardaya, 26 à Béchar, 30 degrés à Tindouf, 37 degrés à Adra, 40 à Insalah et enfin 45 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 30 et 50 km/h vers les côtes ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 40 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors Mina, qu'est-ce que tu as pour nous pour la semaine, nos sorties, nos balades? Sorties, balades, beaucoup d'expos pour cette semaine, énormément d'expositions. Alors on commence avec l'exposition de Zerarti Al-Esri intitulée Une amitié à l'épreuve du temps qui se déroule en ce moment au niveau de la galerie Le Pont Riyad El-Fath jusqu'au 10 juin. Une autre exposition, l'exposition Évanescence qui se déroule également en ce moment, donc du 20 mai au 8 juin à la galerie Azwa, une exposition de Monsef Guita. On continue toujours avec une très très belle exposition cette fois-ci. L'exposition qui s'intitule Khizanat, les réserves des manuscrits du 16 mai au 17 juin au musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie au niveau de la Casbah d'Alger. En fait, c'est une exposition qui va présenter différents manuscrits très anciens, précieux,
des manuscrits très précieux qui viennent de différentes rizanettes du Sahara, de la Bibliothèque nationale ou encore du Centre national des manuscrits. Encore une exposition qui se déroule en ce moment au Palais de la Culture. On vous dit, Zakaria, l'exposition s'intitule Marmo Carving the Future, donc une très très belle exposition à voir et à revoir. Une autre exposition de l'artiste peintre Amel Djilani du 8 mai, donc en ce moment du 8 mai au 1er juin à l'hôtel Sofitel. Et puis on aura droit à différentes projections de films à la salle Ibn Zaidoun, de très très beaux films algériens. Donc à partir d'aujourd'hui, donc à partir de 13h, donc on a le film La vie d'après à 15h30, le film Héliopolis à 17h, à 17h30 le film La voix des anges. Donc ce sont de très très beaux films algériens à voir, encore une fois à voir et à revoir. On continue avec différents concerts, donc un concert de musique andalouse, donc le concert de Karim Semmar, donc à la salle Ibn Zaidoun. Aujourd'hui, à 19h, un autre concert de Farid Khouja, donc ce soir à Dar Abdeltif à partir de 17h. Et puis on va à l'ouest du pays, à Oran, plus précisément au théâtre régional d'Oran. On aura droit aujourd'hui, ce soir même, à une belle pièce théâtrale, Wayebqa El Amel, donc une pièce théâtrale présentée par l'association d'art dramatique de Batna. Et puis on finit comme d'habitude, Mariam, avec les sorties cinéma de cette semaine. Fast and Furious 10. C'est le 10e. Je me suis arrêtée au début, moi. Ça commence à être... C'est un peu beaucoup, moi, je trouve, mais bon. Ça se rallonge. Ça se rallonge. Je sais pas, personnellement, je trouve ça un peu lassant. Voilà, quand c'est oui, mais bon, je partage ton avis. Les meilleurs, c'est les premiers. D'accord, peut-être que, je sais pas, c'est un manque de patience, un manque de je sais pas. Je sais pas, peut-être. Le fait de savoir que c'est toujours un petit peu la même chose, donc on commence à se lasser un petit peu. Bon. Donc ça, c'est pour les grands et bien sûr, à voir, bien sûr. Oui, mais après les jeunes, c'est une autre paire de manches. Hein. Voilà. on peut dire qu'on a un petit peu... on a un petit peu vécu avec ce... oui, voilà, c'est ça. Au bout du 10e, ça commence à être un petit peu trop. Mais bon. On continue avec cette fois-ci une petite sortie cinéma-film d'animation pour enfants, L'Arbre aveu, donc un très très beau film d'animation pour vos enfants, à profiter pour ce week-end. Oui. Bah oui, voilà. Franchement oui. Toujours au cinéma de Riyad. On m'a dit pas juste pour les enfants, même les adultes. Quoique oui. Tiens, on va se faire une petite sortie, une petite sortie. On va voir L'Arbre aveu. Ah oui, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée. Très bien. Très très bonne idée. Ouais, excellente idée. Voilà le programme sorti de la semaine. Très bien. Merci beaucoup, Mina. Merci, Mariam. Merci à toi. Donc, écoute, je te propose de rester avec moi et de partir en escapade au parc national du Tassili Nadjer. Et c'est un reportage signé Melika Bellel. S'étendant sur 72 000 km², le Tassili Nadjer est l'un des plus grands musées à ciel ouvert au monde. Avec plus de 20 000 sites archéologiques, le parc, qui date de plus de 13 000 ans avant Jésus-Christ, abrite plusieurs grottes et des milliers de gravures rupestres de différentes périodes. Cet immense plateau compte également les montagnes d'Ijbaran à 2500 mètres d'altitude, où plus de 15 000 dessins et gravures permettent d'y suivre depuis 6 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère, les changements du climat, les migrations de la faune et l'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Cet instrument est utilisé par l'homme préhistorique afin d'extraire une matière qu'une fois mélangée, adulée, nous donne cette peinture utilisée pour dessiner ces gravures. La densité exceptionnelle des peintures et des gravures et l'existence de nombreux vestiges préhistoriques sont des témoignages exceptionnels de la préhistoire, depuis 10 000 ans avant notre ère jusqu'au 1er siècle. Toutefois, c'est l'art rupestre, gravure et peinture qui a fait la renommée mondiale du Tassili à partir de 1933, date de sa découverte.
Il s'agit là d'un art complet, que ce soit du côté technique ou bien des sujets illustrés et la manière de les illustrer. Tout cela montre l'intérêt et l'attachement de l'homme préhistorique à sa civilisation. Ces gravures de grande valeur témoignent d'une grande civilisation. D'après quelques historiens et chercheurs, le parc du Tassili Najar daterait de 5000 ans, bien avant les pyramides d'Égypte. Le parc culturel du Tassili Najar est classé depuis 1982 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est également inscrit dans la réserve mondiale de biosphère depuis 1986. À noter que le parc du Tassili qui abrite la vallée d'Ihrir est aussi classé depuis février 2001 site Ramsar, c'est-à-dire zone humide d'importance internationale. Voilà, j'étais en train de discuter déjà donc avec mes invités qui m'ont rejoint et j'ai le plaisir de recevoir Dr Mohamed Lies Bendali. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes président de l'association des médecins spécialistes de la wilaya de Ain Fla. Oui. Bonjour et merci d'être là. Et donc à mes côtés aussi, j'ai le plaisir de recevoir Abdelkader Al-Arbi Bouamran. Donc oui. Voilà, vous êtes membre de la Société algérienne de la médecine interne. C'est ça? C'est ça. Très bien. Donc mais déjà merci d'être là. Merci à vous. Voilà, de nous donc je suis très heureuse de vous recevoir et surtout pour parler donc de cette journée qui s'est déroulée à Miliana. Donc quel était exactement le but et comment s'est passée cette journée? Très bien. Bonjour encore une fois. Enfin, c'est parmi les activités de notre société, qui est une société scientifique de médecine interne. Et donc, on fait des formations continues. On a décidé de faire des formations un peu qui déambulent un peu à travers le territoire national. Donc, on a choisi cette fois-ci Miliana parce qu'on a également de bonnes relations avec l'association locale des spécialistes. Et donc, c'est dans le cadre de la formation médicale continue. On a fait donc une journée de médecine interne. Donc en fait, on va dire vous sillonnez comme ça un petit peu toute l'Algérie et cette fois-ci vous êtes posé à Miliana. Oui, donc c'est à l'intention d'abord des médecins de la wilaya, mais également on a pu ramener d'autres médecins, des résidents, etc. d'Alger, de Blida, pour faire un peu ce switch entre tous les médecins et faire un débat scientifique. D'accord. Et faire découvrir également la ville. Faire découvrir la ville. Ben oui. Bien entendu, joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Donc, docteur Bendali, comment avez-vous donc reçu et surtout qu'est-ce que vous a apporté cette journée? Je précise que docteur Al-Arbi Bouamran est un aîné, bien avant tout. C'est un ami et un confrère et on est aussi issus de la même ville. Donc, il était aussi, c'est l'ancien président, c'est le président précédent de notre association. Donc, j'ai pris le flambeau après lui. Et notre association fait beaucoup de formations continues, entre autres, et nous a proposé d'abriter cette édition-là. Et c'était dans nos cordes. Donc la journée s'est faite en coordination avec les deux associations. Et on a profité pour faire une visite aussi culturelle des invités, surtout des communicants. Donc ils sont venus la veille, ils ont fait la visite de la ville. Très bien. Et donc ça, on a joint l'utile à l'agréable et les gens étaient contents. Et le lendemain, donc la visite s'est passée vendredi. Le samedi, c'était la journée scientifique et ça a drainé beaucoup de monde. Et avec des médecins spécialistes, des médecins généralistes, différentes générations. Et j'ajoute qu'on a repris, parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que l'association existe, mais avec le Covid, on a arrêté et ça nous a permis de reprendre nos activités pédagogiques et scientifiques. Et donc vous avez repris cette année ou vous avez repris déjà l'année dernière? On a repris, ça fait 2 années, avec une autre activité, c'était l'Octobre Rose, avec la randonnée rose, mais l'activité purement scientifique, c'était cette année. La randonnée rose? Oui. C'était quoi exactement le concept? C'était une randonnée à l'occasion de la célébration du mois rose, du cancer du sein. Donc on a invité les femmes, les malades, les familles malades, à sortir et faire une randonnée à Miliana, en pleine montagne, pour les faire sortir et c'est pour sensibiliser les gens. Et en même temps, voilà. En fait, c'est une bonne manière de pouvoir sensibiliser, les sortir un petit peu du cadre, on va dire, conventionnel, médical, habituel. Voilà.
Effectivement. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu donc, du contenu de cette journée? Oui, bon, ça fait en médecine interne, vous savez, la médecine interne touche un peu à tout. C'est une spécialité un peu une multispécialité. On a fait les maladies vasculaires, donc représentées par l'hypertension artérielle. C'est des gens qui ont fait leur thèse sur ça, qui ont donc fait leur conférence. On a fait également, personnellement, j'ai assuré une conférence sur le diabète. Donc les actualités en 2023, qu'en est-il en Algérie et dans le monde sur cette maladie. Et on avait terminé par toucher un peu du doigt certaines maladies qu'on appelle des maladies de système, donc des maladies auto-immunes, donc qui touchent l'immunité et qui sont la vraie spécialité de la médecine interne, qui ne sont pas très connues. Et c'est une introduction aux confrères généralistes pour y penser et savoir comment procéder pour diagnostiquer ce genre de maladies. D'accord. Et donc, bon, il y a eu un débat très riche, en particulier sur l'hypertension et le diabète, parce que c'est les maladies de l'heure. Hein, donc, on a beaucoup insisté sur les principes de prise en charge. Hein, c'est-à-dire qu'un malade chronique, qu'il soit hypertendu ou diabétique, c'est d'abord, bon, tout le monde connaît les médicaments, connaît... Bien entendu, le traitement classique, oui, étant donné qu'il n'y a pas de famille algérienne qui n'a pas de... C'est ça, mais par contre, il y a une autre vision moderne, comment aborder cette maladie, comment aborder le patient. Maintenant, le diabète est particulièrement, mais également l'hypertension, l'affection est centrée sur le malade. Maintenant, il y a une discussion, on n'impose pas des mesures thérapeutiques aux malades, mais on discute entre nous, on l'informe, ensuite on le forme. Et quand un malade est bien sensibilisé et bien formé, là, ça devient un malade qui est très facile à gérer et donc les résultats seront meilleurs. Et là, on doit assumer cette responsabilité à deux. Et là, les chiffres sont vraiment effrayants. Hein, quand vous avez actuellement autour de 15% d'Algériens qui portent cette maladie. Donc le diabète qui portent le diabète, oui, avec 10% qui sont dans le prédiabète. Donc, dans quelques années, c'est effrayant comme chiffre qui n'était pas du tout prévu il y a à peine 15 ans. On pensait être autour de 10%, on est à 15%. Et donc nous sommes bien au-dessus de ce qu'on avait imaginé. Oui, mais c'est un phénomène un peu mondial, hein, donc, oui, et qui touche particulièrement les pays qui sont peu développés. Par rapport à il y a 40 ans, c'était l'apanage des pays développés. Hein, donc là, ça montre du doigt le problème de l'hygiène de vie. La chose la plus importante, l'alimentation. C'est la mauvaise alimentation, donc. L'alimentation, la sédentarité. En tout cas, tout est en rapport avec ce changement néfaste du mode de vie. Là, on sort on se retire un peu de ce qui est naturel, on va vers l'artificiel, et là, on paye le prix de cette avancée, entre guillemets. En fait, une avancée, oui, c'est vraiment un fléau mondial qu'on voit aujourd'hui. Oui, ça décolle. Le problème, c'est que dans ces deux affections, hypertension et diabète, ça a avancé. Il y a des avancées technologiques, il y a des avancées médicales, thérapeutiques, mais en même temps, on n'arrive pas à faire face. Et au contraire, les chiffres sont de plus en plus importants. Là, ça pose la question de la prise en charge. Et particulièrement, le nœud de ça, c'est l'éducation thérapeutique. Dans ce pays, en Algérie, on est assez loin de ça. On n'est pas structuré pour faire cette éducation thérapeutique. Elle se fait comment, cette éducation thérapeutique, et à quel niveau ? Je vous assure que chacun fait ce qu'il veut. Au niveau des centres hospitaliers universitaires, encore certains essaient de structurer, mais au niveau d'un pays, c'est très, 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 très peu. Et si on parle des autres hôpitaux en dehors des grandes villes, il n'y a presque rien. Et là, chacun fait ce qu'il veut. Moi, particulièrement, je suis dans le libéral, je fais au niveau de mon officine. D'autres le font dans certaines structures, mais ce n'est pas structuré. En général, les malades sont livrés à eux-mêmes. Oui, c'est ça. Comment ? Pardon ? En général, les malades sont livrés à eux-mêmes. D'accord. Ils prennent leur ordonnance. Et après, on les revoit plus. On se contente de prendre le traitement. Voilà, on ne les revoit plus 3 à 6 mois après. Et d'ailleurs, l'engouement qu'a suscité cette journée, c'est qu'on a reçu même des gens qui ne sont pas du camp médical. Qui ne sont pas très bien. Parce que c'est des sujets qui sont intéressants et qui appellent, qui interpellent.
Et en même temps, leur participation, leur expérience personnelle est importante. Et le aussi. débat était intéressant et même les sujets étaient parfois, même les gens qui ne sont pas du domaine médical, avaient des choses à retenir. Apporter. Donc, d'accord. Et c'est ça le message aussi. Il n'y a pas que le corps médical. Un malade, c'est son entourage aussi. Il y a le malade et son entourage et son médecin. Donc, c'est une prise en charge globale, comme m'a dit mon confrère. Il ne faut pas prendre... Il y a un malade et un médicament. C'est une prise en charge globale. Il y a l'hygiène de vie qu'on néglige, à laquelle on ne donne pas assez d'importance. Et il faut beaucoup de temps au médecin et à son patient pour asseoir cette confiance et redémarrer une prise en charge adéquate, si vous voulez. D'accord, donc instaurer entre le médecin et le patient cette espèce, on va dire, de confiance et surtout, on va dire que... Il y a un suivi. Voilà, le suivi. Le nomadisme médical aussi, c'est un fléau. Aujourd'hui, il est chez moi. Dans 3 mois, il va chez un autre et on ne peut pas suivre. Il n'y a pas un dossier médical. Alors qu'il y a quelques années en arrière, il y avait le médecin de famille qui était toujours là. Donc, voilà. Qui a toujours sa place. Oui, effectivement. Donc, pour le moindre petit souci, c'est déjà quelqu'un qui connaît tous les antécédents. Les antécédents, il connaît les enfants depuis leur naissance. Des fois les parents, des fois les parents, oui, sur plusieurs générations même. Toute la fratrie. Et c'est très important. Mais on a négligé ce côté-là. Vous savez, il y a un problème de formation et d'information. Formation du personnel de santé, de formation continue, adaptation des connaissances à l'actualité et à la pratique. Et information et formation également des malades et de tout le personnel. C'est-à-dire que là, c'est des maladies qui ne touchent pas seulement les concernés, ça ne touche pas seulement les personnels de santé, ça touche toute la société. Parce que moi, je voudrais bien que dans chaque quartier, qu'il y ait des centres de sport, qu'il y ait de l'activité physique, qu'elle soit vraiment structurée et dans la culture de vie de chacun d'entre nous. Donc, je viens d'apprendre qu'il y a eu un recrutement de profs de sport dans les écoles primaires. Ça, c'est une très bonne mesure. Effectivement, c'est excellent. Ça commence par ça. Et il faut donner la part de l'activité physique dans les établissements scolaires, dans les quartiers et également dans le monde du travail, mais également faire de l'information un peu partout. Ce qui nous manque. Moi, je suis un peu frustré parfois de ne pas pouvoir donner ce qu'on a parce qu'il y a un problème de communication. Pas seulement, bon, d'abord de communication et puis de logistique. C'est-à-dire que certaines parties doivent assumer plus leur rôle dans la prise en charge de... C'est ça le vrai message. C'est comment éduquer, former, informer tout le monde. Ça commence par le personnel de santé, mais également le reste de la population. Donc le reste de la population, et comme vous le dites, essayer de les prendre le plus jeune possible. Absolument. Quand vous voyez les chiffres, ils sont effrayants. L'hypertension artérielle, c'est encore pire dans les chiffres. Vous avez aux alentours de 30-35% des Algériens qui sont hypertendus. Et en même temps, même aussi l'âge, généralement, ça a toujours été des maladies qui touchaient les personnes d'un certain âge, à partir, on va dire, même pas la cinquantaine. Autrefois, c'était un peu plus, mais là, on trouve des gens beaucoup plus jeunes. D'une part, et d'autre part, par exemple, diabète de type 1 qui est sous insuline, c'était l'apanage des jeunes de moins de 30 ans. Maintenant, on trouve des diabètes de type 2 à partir de l'âge de 10 ans. Qu'on ne trouvait jamais que chez l'adulte. Pourquoi ? Parce que c'est le phénomène de l'obésité qui est un vrai problème actuel dans notre société. Et c'est un fléau. Et donc c'est le mode de vie qui est complètement à revoir. Et le mode de vie et la prise en charge de ces malades. Quand on sait qu'une grosse partie de ces hypertendus, ces diabétiques ne sont pas connus, ne sont pas diagnostiqués, ils sont dans la rue. Et en plus, la majorité des hypertendus et des diabétiques qui sont traités, qui sont suivis, ne sont pas aux objectifs. Donc ils ne sont pas protégés. Donc les complications qu'on voit actuellement, qu'on peut tout à fait éviter, c'est une maladie dont on peut éviter les complications qui font ravage maintenant, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations, les infarctus du myocarde, les cécités. 60% des malades diabétiques de malades dialysés sont des diabétiques. Rénale. La majorité sont... Donc c'est une maladie qui peut-être... Et beaucoup aussi de diabète gestationnel, chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années en arrière.
Oui, mais ça va avec, hein, ça, dans le diabète gestationnel, les diabétiques qui sont pendant la grossesse, mais également des diabétiques qui sont des femmes qui sont auparavant diabétiques, qui étaient méconnues et qu'on diagnostique pendant la grossesse. Il y a le gros problème des malades méconnus, non diagnostiqués à temps. Ils sont diabétiques pendant des années et c'est à l'issue d'une complication ou parfois à l'issue d'un examen biologique de routine, on va dire, et on découvre un état catastrophique. Donc les malades méconnus, donc la médecine préventive. On revient à la médecine préventive aussi, qui doit avoir sa part aussi. Dans les maladies non contagieuses, et la médecine préventive elle a son rôle. De la médecine du travail, médecine scolaire, et la médecine préventive en général. Et on néglige. Ça coûte moins cher de faire de la prévention. Effectivement, que ensuite d'assumer des malades chroniques qui coûtent cher à l'État. À l'État et aux familles. Hein, quand vous voyez maintenant avec l'espérance de vie qui augmente, vous avez beaucoup plus. Moi, personnellement, je vois de plus en plus des patients qui sont au-delà de 80 ans. Donc, c'est des personnes âgées, souvent analphabètes, qui doivent être pris en charge par leur famille, l'entourage. Et comme l'entourage maintenant s'est disloqué, et de gros problèmes de personnes âgées qui sont seules, malades, sous insuline, et personnes seules, des accidents arrivent. Oui, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est un gros problème de société. Hein. Il ne faut pas voir seulement le côté médical. Et malheureusement, je crois que la sonnette d'alarme n'a pas été... n'a pas été suffisamment, on va dire... Oui, sans être alarmiste, mais il faut prendre le taureau par les cornes. D'accord, peut-être des mesures drastiques, écoutez, il me semble que c'est encore valable il y a quelques années, l'Algérie était, semble-t-il, premier producteur de boissons sucrées en Afrique, de boissons. Là, il y a un gros problème. C'est là l'industrie, le commerce, c'est ça les conséquences. C'est pas seulement médical, ça sort de l'hôpital, ça sort des polycliniques, ça c'est toute la société qui doit... La teneur en sucre dans nos boissons, la teneur en sucre dans les galettes, dans les biscuits qu'on donne aux enfants, mais elle est très élevée. Effectivement. Et ça c'est un autre secteur. Le ministère du Commerce doit... Justement, pendant tout le mois de Ramadan, ce qu'on a essayé de faire dans notre émission, c'est de ramener toujours quelqu'un de l'association des consommateurs. Et on a tiré pendant pratiquement un mois la sonnette d'alarme à propos de toutes ces boissons, de toute cette consommation excessive. Moi, je vais plus et loin, inconsciente. même faire de la publicité pour des boissons qui sont en fin de compte nocives. Il faut revoir les choses. Il y a des priorités. Au lieu de mettre des spots de vulgarisation et de prévention, on met en avant plus des pubs pour les boissons hyper sucrées. Et peut-être faire l'inverse, pourquoi pas mettre plutôt d'autres pubs qui montreraient, on le faisait dans les années 80, on se souvient très bien que pour la vaccination, on a encore cette petite musique dans la tête, absolument. Mais en fait ça marchait, tout le monde, on va dire, tout le monde était conscient de ce qui se passait et allait volontairement vers, par exemple, juste pour donner l'exemple de la vaccination. Pour la vaccination, oui. Mais en fait, on reste toujours dans le constat, c'est ça le problème. Vous avez dit pendant un mois, c'est des associations, nous aussi on est en train de constater, je crois qu'il faut arrêter de... agir. Le constat est fait, maintenant il faut agir. Et pour agir, bon, il y a des pouvoirs au niveau local et au niveau national et à tous les niveaux. Hein. Il faut qu'on soit conscient de ça, des conséquences. On doit tous assumer en tant que professionnel ou en tant que... par exemple, cette éducation thérapeutique, elle doit être un peu partout, y compris dans les mosquées, y compris dans les centres scolaires, dans les établissements, dans des quartiers. Mais il faudrait que les communes, peut-être les APC, les wilayas, mettent un peu de leur... mettre du leur dans pour faciliter un peu la logistique, parce que les personnels de santé sont là, il existe des gens, des formateurs, etc. La qualité existe. On sait ce qu'on doit donner comme message, mais la logistique ne suit pas. C'est très difficile, par exemple, de réunir des malades. C'est très difficile en pratique. Il faut des autorisations, c'est pas facile. J'imagine, Voilà. J'imagine. Très bien. Peut-être un dernier mot, donc... on vous remercie. Très bien, merci. Avec tout plaisir et pour nous. L'objectif, c'est de vulgariser, de sensibiliser. Et l'objectif aussi des sociétés savantes, c'est faire avancer les choses. On est des militants de la science.
Très bien. Voilà, en donc, tout cas, bonne continuation. oui, J'espère donc, juste un petit mot pour dire qu'on était ravis en tant que Société algérienne de médecine interne, d'abord moi personnellement, pour revoir un peu mon ancienne association et ma ville natale. Et tout le monde était très content d'admirer la ville de Miliana qui, par contre, vit plus dans le passé que dans le présent, qui est complètement délaissée sur le plan développement, etc. Donc, c'est un message pour revoir un peu l'état de cette ville et, deuxièmement, nous encourager et faciliter ces activités de formation continue un peu partout. Eh ben, je l'espère. Je l'espère. En tout cas, merci beaucoup, donc, Dr Larbi Bouamran, c'est ça ? Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et je vous souhaite encore, on va dire, d'autres journées un peu partout dans le monde et surtout, enfin, un peu partout dans l'Algérie d'abord. Déjà. Voilà, merci en tout cas. Merci à vous d'être venus. Et donc, nous, on continue avec un sujet, donc, ces balades dans le musée Bardo. C'est un sujet signé Samira Hadjamar. Je suis Bardo. Je suis actrice de ma destinée à travers tous les temps. J'aimerais vous raconter un fragment de mon histoire. Mon nom, Bardo, est une variation espagnole du temps de Prado. Je suis Bardo et je reste actrice de ma destinée à travers l'histoire. Dans les feuillets d'El Jazair, on raconte que j'aurais appartenu à un riche noble tunisien, le prince Omar, exilé sur les terres d'El Mahroussa. J'apparais en 1832 en légende d'un dessin du capitaine Longmar, avec la mention Mustafa Ben Omar. Sous l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle, je ressemblais à toutes les autres villas du contour algérois. Des jardins, un potager et autour de moi, des vergers. Nous étions séparés les unes des autres par des arbres fruitiers en clôture. De moi, de nous toutes, Fromentin, le célèbre peintre, écrivit « Je suis dans un endroit charmant, à mi-pente des collines et en vue de la mer, le lieu est désert, quoique entouré de lieux de plaisance et de vergers. Pour seul bruit, j'entends des norias dont le moulin tourne et le roulement presque continu des coricolos sur la route en bas. Je suis passée entre les mains du général Exelman, puis celle de Ali Bey, l'ara de Biskra, qui lui m'a vendu à Pierre Jaurès. Un Français qui m'accommoda à ses besoins et ses passions. Il m'agrémenta alors de plantations, d'écuries et de remises. À cette époque, de mes fenêtres, les envolées de Camille Saint-Saëns pouvaient se faire entendre. J'oubliais de vous dire que je suis une résidence d'été, une villa des Fas, où j'accueillais des familles de la noblesse, des fonctionnaires du Beylek, des patrons corsaires et même des consuls. L'ara de Biskra m'agrémenta dès 1875 de belles fresques et de carreaux de faïence importés de plusieurs pays. Mon dernier occupant me céda à l'État français, qui décida de me transformer en musée de préhistoire et d'ethnographie algérienne. C'était en 1930. Le 1er septembre 1985, je suis classée monument historique. Et le 12 novembre de la même année, je suis classée en musée national. En 2009, je suis embellie par une restauration. Il a fallu 3 ans juste pour l'étude. On me trouve belle, majestueuse et pour certains magique. Je suis décorée de faïence, de schiste et de marbre. Mes collections sur la préhistoire, ainsi que les dernières découvertes archéologiques sont exposées dans la partie basse de ma demeure.
Je suis Bardot, je suis le musée public national et je suis situé au 3 avenue Franklin Roosevelt, en haut du principal boulevard d'Alger Centre. Donc un très beau sujet signé Samira Hadjamar et donc j'ai le plaisir de recevoir Zoher Harishen. Exactement. Voilà, bonjour. Oui. Vous connaissez bien les lieux puisque vous êtes le directeur du musée. J'y habite. Vous avez de la chance, franchement, vous avez de la chance parce que c'est un endroit extraordinaire. Oui, il est extraordinaire. Oui. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée internationale des musées. Exactement. Et le musée Bardot est, pour ne pas faire de jaloux, je vais dire que le musée Bardot est l'un des plus beaux musées d'Alger. Il y en a de très beaux. Ah oui, non, c'est-à-dire en Algérie, chaque musée a sa spécificité et aussi sa thématique aussi. C'est-à-dire, c'est vrai que le musée du Bardot, il est un peu, c'est-à-dire par sa superficie, par son architecture, mais n'empêche qu'il y a d'autres musées aussi. Par exemple, le musée des arts et traditions populaires, le musée des beaux-arts aussi, qui est l'un des premiers musées en Afrique. Donc, il y a d'autres aussi, le musée des antiquités et arts islamiques, il regorge de trésors vraiment des différentes époques. Et même leur lieu, en fait. Ce qui est beau, c'est que chaque musée, on va dire, a son lieu et en fait, cette espèce d'alchimie qui se fait entre les deux. Exactement. Voilà. Donc le musée Bardot, un très beau musée, donc qui est aussi très accessible parce qu'en fait, il est en plein centre-ville. Exactement. En fait, il est en plein centre et on peut même, en allant à pied, il n'est pas très loin du centre, 2-3 kilomètres, et aussi de façon, en allant en hauteur, visitant le musée du Bardot, on découvre aussi Alger, les hauteurs d'Alger aussi, donc c'est un plaisir. Un très beau circuit en fait. Exactement. Franchement touristique, qu'on soit un touriste ou qu'on soit un citadin d'Alger ou d'ailleurs, vraiment un très très beau. Si on commence juste par la Grande Poste, on commence un peu par la Grande Poste, on reprend toute l'avenue d'Idouche Mourad jusque, comme vous avez dit, sur les hauteurs. Voilà. Donc un très beau musée. Qu'est-ce qu'il y a à l'honneur aujourd'hui au musée Bardot? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce musée? Alors, aujourd'hui, on va inaugurer une exposition sur la préhistoire. Vous savez, c'est-à-dire, depuis 2016, il y a eu une exposition sur la préhistoire. Et après, on a changé. Vous savez, le problème, c'est que maintenant, c'est devenu à la mode les expositions temporaires. Donc, avant, il y avait une salle et des objets étaient exposés. Et c'était exposé pendant des années et des années. Et après la restauration du musée, on a opté pour des expositions temporaires. Premièrement, pour faire ressortir les objets qui sont en réserve et qui n'ont jamais été présentés. Donc, on a fait une exposition sur l'ethnographie africaine. Ça a coïncidé avec le lancement du futur Grand Musée d'Afrique. Le musée possède une très riche collection d'environ 1000 objets d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud aussi. On les a exposés. Ça a été vraiment... Les gens étaient ravis. Ils ne savaient pas que ces objets étaient... En fait, ils pensaient que c'était des objets empruntés de différents pays africains. Oui. Non, on leur a dit non. Le musée possède ces collections. Le musée du Bardot en fait, c'est un ancien musée. Il a été inauguré en 1930. Et en 1930, il y avait cette ruée vers tout ce qui est africain, tout ce qui est art africain. Je parle au moins, c'est-à-dire des musées les musées européens. Et le musée du Bardot, il avait un conservateur qui était dans cette lignée aussi, donc ils ont acquis ces objets. Et maintenant, c'est devenu des objets de valeur, vu que ce sont des objets qui racontent des populations et des groupes ethniques qui ont pratiquement peut-être disparu ou même leurs traditions ont disparu. Donc, ce ne sont pas des objets destinés aux touristes. Ce sont des objets qui ont vécu dans des sociétés, donc ils ont toute une valeur historique.
Et on les a présentés. On a présenté environ une centaine d'objets. Et ça a été vraiment, les gens venaient et découvraient cette Afrique. En fait, le problème, c'est qu'on appartient à cette Afrique. Nous sommes des Africains, c'est vrai. Oui. Donc, les gens ont toujours cette tendance à voir vers le nord, or que le continent est immense. Et nous sommes le second berceau de l'humanité aussi. Oui. On vient de le prouver il n'y a pas très longtemps par le site de Ain Bouchrit qui a donné une datation de 2,4 millions d'années. Donc, nous sommes le second berceau de l'humanité. Nous sommes des Africains et voilà, donc... Donc le musée essaye aussi à chaque fois comme ça d'essayer de changer de thématique. Oui, c'est-à-dire on essaye de choisir des thématiques qui sont d'actualité aussi. C'est-à-dire on essaye toujours de trouver une thématique qui coïncide avec les préoccupations du vécu quotidien, que ce soit en Algérie ou que ce soit même, c'est-à-dire maintenant, vous savez, les réseaux virtuels font que ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs c'est la même chose. Donc on essaie d'être au diapason avec ce qui se passe un peu dans le monde. D'accord. Et vous me parliez juste auparavant que vous aviez fait des formations. Oui. C'est exactement, elles sont destinées à qui et pourquoi? Alors, cette année, c'est la 5e formation qui a été initiée par notre ministère des Arts, ministère de la Culture et des Arts. C'est une formation destinée aux corps constitués qui sont la gendarmerie, la sûreté nationale, les douanes et même les gardes-côtes aussi, pour les sensibiliser et aussi vu qu'ils sont les premiers, c'est-à-dire ils sont aux frontières, ils sont dans les aéroports aussi, et il y a un trafic illicite de biens culturels qui est devenu une pratique assez répandue. Exactement, c'est une nébuleuse à travers le monde. Et eux, ils sont en premier rang. Donc, ils doivent avoir ce coup d'œil. Et c'est-à-dire, en fait, ils sont confrontés avec le temps et avec ce trafic illicite. Donc, on les a initiés, ils viennent au musée pour découvrir ces objets, ce patrimoine qui est susceptible d'être objet de trafic. Donc, tous les musées d'Alger, c'est-à-dire avec leurs thématiques différentes, donc ils sont venus aussi au musée du Bardo. Le musée du Bardo, c'est un musée de préhistoire et d'ethnographie. Le Sahara regorge d'objets préhistoriques, que ce soit des outils, des bifaces, des pointes de flèches, mais aussi des plaques de gravure rupestre, de peinture rupestre. Vous savez, les trafiquants, ils viennent, ils découpent toute une plaque. C'est-à-dire, ils la font ressortir à travers les frontières. Donc, eux, ils aimeraient voir ces objets qui sont susceptibles d'être objets de trafic. Donc, on les a initiés, on leur a montré nos réserves et de quoi elles regorgent d'objets. Donc, ils étaient étonnés et ça les a fait un peu secouer parce que avant, ils n'avaient pas cette notion d'objet. C'est-à-dire, pour eux, un objet, c'est seulement le romain, les pièces de monnaie, tout ça. Mais non, c'est-à-dire, il y a d'autres. C'est-à-dire, notre histoire commence de la préhistoire, de toute façon, jusqu'à hier. Hein. Effectivement. Donc, le musée Bardo, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est surtout l'ethnologie et la préhistoire. Et la préhistoire, oui. Ce sont on va dire, les deux principales... Les deux principales thématiques. Mais n'empêche que, c'est-à-dire, on organise des expositions qui sont des thématiques différentes. Par exemple, il y a 2 mois, je crois, de ça, on a organisé une exposition de 2 photographes qui ont sillonné les différentes kasbahs de l'Algérie. Ils ont pris des photos. L'exposition s'appelait Tahwissa fi al-Qasba. Donc, mais Tahwissa fi Qasba et non pas al-Qasba. Donc, kasbah, c'est-à-dire sans.
Et les gens venaient découvrir les différentes kasbahs en Algérie. Donc, ils découvrent, par exemple, ils découvrent Alger, mais ils découvrent aussi Dallas, ils découvrent Gardaya, ils découvrent Médéa. Et tout ça, ce sont des kasbahs aussi. C'est-à-dire ils ont la même architecture, mais avec différentes coutumes, différentes uses. Et Dieu sait que d'une kasbah à une autre, quand même, il y a des fois la différence peut être notoire. Exactement. Voilà, magnifique. Donc, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, il allait y avoir une inauguration d'une exposition. Oui, alors c'est une exposition sur la préhistoire. Donc, c'est une exposition de 2 sites très importants. Le premier, c'est le site de Ain Bouchrit. En fait, c'est le complexe de El Hnesh. El Hnesh, c'est une région. Et à El Hnesh, il y a 3 sites. Il y a le site il y a El Hnesh, le site, et il y a le Al Kharba site et Ain Bouchrit site. Ain Bouchrit a donné 2,4 millions d'années, mais El Hnesh a donné 1,8 million d'années. Et de l'autre côté de l'Algérie, qui dans la région de Tirnif, dans la région de Mascara, il y a le site de Tirnif, qui est en cours d'étude. Il a été repris par une équipe algérienne multidisciplinaire et on est en train c'est-à-dire de le revisiter. Ce sont des campagnes de fouilles qui ont été initiées depuis 2013. C'est une équipe pluridisciplinaire dirigée par le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, le CNRPH. C'est une équipe aussi pluridisciplinaire dirigée par le professeur Sahnouni. Donc on est en train de revoir un peu tous ces sites pour réécrire notre histoire, la réécrire avec une vision algérienne. Très bien. Voilà. Donc, une belle initiative et qui demande du temps, puisque vous m'avez dit que ça a commencé en 2013, donc c'est un long travail. Oui. En principe, vous savez, c'est-à-dire pour ce qui est du site de Ain Bouchrit, depuis l'annonce de 2018, c'est une annonce qui a fait un boom, c'est-à-dire dans le monde entier et surtout dans la communauté scientifique. Depuis 2018, il y a régulièrement, chaque année, il y a 1 ou 2 articles qui sortent pour confirmer cette datation. Et aussi, le site de Tirnif aussi, il y a différentes publications. Il va y avoir une publication d'ici peut-être la fin d'année aussi pour conforter ces datations et pour dire que l'Algérie aussi a donné un plus à l'humanité à travers ces 2 sites. Très bien. Et donc, ces 2 sites donc, qui apportent beaucoup, et vous avez bien entendu donc, exposés au Bardo, et surtout on va dire, placés pour le public, puisque en même temps, vous recevez énormément d'écoles. Il y a énormément d'enfants qui viennent. Justement cette exposition, c'est-à-dire pour moi et pour mes collègues, elle est destinée surtout aux enfants. Vous savez, les enfants, ils ont dans leur cursus scolaire c'est-à-dire, ça part de patrimoine matériel et immatériel. Et ces derniers mois, ils ont dans leur cursus les phases préhistoriques. Donc, il y a eu pas très longtemps, en cours du montage de l'exposition, on les a fait entrer à l'exposition avant qu'elle soit inaugurée pour leur montrer un peu comment on monte une exposition. Ils ont vu les objets et ils étaient vraiment... en fait, ils étaient ébahis parce qu'ils... C'est-à-dire, à l'école, on leur... Ce n'est que de la théorie, donc à l'école. Voilà. Mais venir au musée et voir un os qui a 2 millions d'années, de toute façon, il y a même certains élèves qui ont touché ces objets. Ils étaient ravis, ils étaient étonnés. Et on a discuté. C'est-à-dire, c'est vrai. Il y a aussi vous savez, la préhistoire, elle est un peu. C'est difficile de dire à une personne, que ce soit adulte ou même un enfant, lui dire que cet objet a 2 millions d'années. C'est vrai qu'on a du mal. Oui, 2 millions d'années, c'est un peu. À le concevoir, à l'imaginer.
imaginer. Voilà, exactement. Donc on leur a montré exactement, en fait, c'est-à-dire leur montrer et leur dire que ces datations sont issues de... En fait, c'est une science exacte. Et non pas, c'est-à-dire quand on dit que cet objet a 2 millions d'années, c'est qu'il y a tout un processus scientifique qui a été fait. Et vous savez, alors par exemple, le site de Ain Bouchrit, il a été le niveau qui a donné les datations de 2,4 à 1,9 millions d'années. Alors, ce sont des études qui ont duré 10 ans. Pour affirmer... Pour pouvoir donner cette date. Exactement. Donc, il y a tout un processus, il y a des scientifiques qui travaillent et tout ça. Donc, c'est pas... Oui. C'est énormément de temps, énormément de travail qu'il y a derrière. Donc, quand nous, on passe comme ça, voir une exposition, voir des objets comme ça, ce sont des années et des années de travail qui sont derrière pratiquement chaque objet. Donc, aujourd'hui, 18 mai, c'est, comme on l'a dit, c'est la journée internationale des musées. Oui. Et en même temps aussi, donc, ce soir, il y aura une cérémonie au Palais de la Culture. Oui, pour la clôture du mois du patrimoine aussi. Il y aura, je pense, je voudrais, c'est-à-dire normalement, c'est au service information de le dire, mais normalement il y a une il y a une journée d'études sur la carte archéologique de l'Algérie, donc ça va clôturer le mois du patrimoine. Je pense qu'il y aura des données nouvelles pour parler de cette carte. Normalement. J'espère peut-être qu'on aura encore le temps et l'occasion d'en reparler, puisque vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Donc voilà. Moi, je vous propose donc, merci déjà d'avoir été là, merci d'être venu nous parler du musée Bardot, ce très très beau musée. Et je vous propose de voir un sujet de Saïda Mayouf, donc qui nous amène elle au musée de Cherchell. Après un trajet de 100 km depuis Alger, nous nous retrouvons sur la grande place publique du centre-ville de Cherchell. Des arbres majestueux et des vestiges romains antiques ornent la place, dont une magnifique fontaine qui trône, un trésor à ciel ouvert. Le musée public national de Cherchell, attenant à la place publique, conserve des pièces muséologiques antiques, retraçant le passé de la ville de la préhistoire aux périodes grecques, romaines, ottomanes, ainsi que des vestiges du site archéologique de Césarée de Maurétanie. Le musée public national de Cherchell, construit en 1908. Il a une architecture de style mauresque qui se compose de 4 galeries qui s'ouvrent sur un patio. Le musée abrite plus de 500 objets de la période romaine qui a été découverte à la ville de Cherchell et qui date de 25 avant Jésus-Christ jusqu'à 40 après Jésus-Christ, de l'époque royale de roi Juba II et son fils Ptolémée. Ce haut lieu de l'histoire de la Numidie raconte notamment les divinités de l'époque. L'une des pièces maîtresses se trouve être la mosaïque de plus de 5 mètres de long relatant les travaux champêtres. Elle représente le travail dans le champ. Comme vous voyez, on a 4 registres de mosaïque. Le premier représente le labour, le deuxième les semailles et le troisième et le quatrième représentent la prise en charge de la vigne. La mosaïque elle est datée du IIIe siècle. Cette institution muséale n'a de cesse de valoriser et divulguer cet héritage culturel, notamment à travers la valise muséale. اليوم كي جيت فريمون ça a été fantastique. Très bien, mieux qu'avant de toute façon. Il y a l'extension, il y a la propreté, tout ce qu'il faut. La collection très riche de toute façon. Le musée a adopté ce qu'on appelle la valise muséale, qui est une sortie vers les zones un peu reculées, et afin de
permettre aux gens qui n'ont pas la chance de venir au musée et de voir et d'avoir une idée sur le musée et ses collections à travers des expositions itinérantes et des projections qui parlent de l'historique de l'institution, qui représentent ses collections. Comme cette année, le mois du patrimoine s'inscrit sous le slogan « Le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains », une vidéo en 3D est prévue à cet effet. Le buste de la déesse Africa était trouvé à Cherchell et pour mettre un peu de suspense et attirer le public vers nous, ajouter au support textuel une vidéo qui montre au public, aux étudiants, aux gens intéressés, les différentes étapes de la mise en place d'une réalisation ou une reconstitution 3D. Le patio de cette demeure comprend un jardin épigraphique offrant tout un voyage à travers le temps. Iol, Césarée, Cherchell, la ville aux trois noms aura occupé une place prépondérante dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Voilà. Nous revoilà, donc l'émission Bonjour d'Algérie continue et là nous allons parler, donc ce n'est pas réellement une nouveauté, donc la formation de guide de montagne. Et donc c'est quelque chose c'est une formation qui s'est déjà passée en 2017 et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Rachid Kedash. Bonjour. Ouais. Bonjour madame. Bonjour à toutes et à tous ceux qui suivent l'émission, qui nous regardent à travers le petit écran. Justement, madame, je tiens à vous remercier pour l'invitation au nom du directeur de la jeunesse et des sports, M. Aziz Taher, et au nom de tout le personnel du secteur de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou. Merci encore pour l'invitation et pour l'accueil que vous nous avez réservé. Merci beaucoup. Donc je précise, vous êtes chef de service des activités de la jeunesse. Effectivement, oui. Voilà. Je gère le service des activités de la jeunesse au niveau de la DGS de Tizi Ouzou. Très bien. Et donc face à vous, monsieur Lounes Mziani, bonjour. Vous êtes directeur de stage de formation de guide de montagne. Effectivement, merci pour l'invitation madame. J'étais un ancien fonctionnaire à la jeunesse et des sports, donc en retraite aujourd'hui. En ma qualité de guide de montagne, donc à chaque fois qu'il y ait une formation dans ce sens, dans l'organisation des stages de guide, la direction me fait appel et je réponds toujours présent de par mon expérience et ma qualité de guide, je vous l'ai dit. Très bien. On parlera donc de votre expérience et de l'importance donc de bien former les guides de montagne. Et on va commencer juste déjà par le côté administratif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que fait le ministère et qu'est-ce qu'il offre? En fait, la direction de la jeunesse et des sports, notre tutelle, c'est le ministère de la jeunesse et des sports. Dans le cadre du programme de la DGS, certes, on a programmé pas mal d'activités pour l'année 2023 et pas mal de formations aussi. C'est en collaboration, bien sûr, avec le ministère de la jeunesse et des sports. Parmi on a programmé des activités, différentes activités, mais je vais beaucoup plus parler des formations. D'ailleurs, pour l'année 2023, on a programmé une dizaine de formations. Il y a des formations qu'on a déjà organisées et qu'on a lancées au niveau des établissements de la jeunesse, comme la formation de formateurs en soroban, la formation des gestionnaires des clubs verts qui a une relation directement avec l'environnement. Et bientôt, on va encore lancer une formation formateur aux échecs, une formation les échasses, en audiovisuel. En fait, il y a plusieurs formations. Et il y a aussi la formation des animateurs des centres de vacances et bien sûr la formation des guides de montagne et des randonnées pédestres.
Pour la randonnée, je dirais c'est pas une activité récente, c'est pas une nouvelle activité. Au contraire, il date, je dirais, depuis les années 90. Mais je dirais, ils n'étaient pas organisés, ils n'étaient pas encadrés. C'était beaucoup plus, pour ne pas dire désordonné ou dans l'anarchie. Par contre, depuis, je dirais, de 2013-2014, là, la direction de la jeunesse et du sport a encadré, a mis les moyens aussi humains et financiers pour structurer cette activité. Pourquoi? Parce que déjà, la Kabylie, c'est quoi? La Kabylie, c'est la montagne, c'est la faune et la flore, c'est le Jura, c'est Tel Aguilef. Les citoyens qui viennent, de toute façon, ce n'est pas seulement les Kabyles, au contraire, s'ils viennent des quatre coins de notre cher pays, ils viennent. Alors là, on s'est dit, pour qu'ils ne soient pas désorganisés et pour qu'ils ne soient pas faits d'une manière, je dirais, entre parenthèses, anarchique, on doit l'organiser, on doit l'encadrer. C'est pour ça, au départ, on a travaillé pour la promotion de la randonnée, pour faire connaître aux citoyens, aux jeunes, aux enfants, c'est quoi la randonnée, comment elle doit être faite. Et après on a vu comme quoi les gens s'intéressent beaucoup plus. Et puis, mais comme ce n'était pas organisé, on était dans l'obligation de bien structurer déjà les sorties en formant. C'est pour ça, après la promotion de la randonnée, on a pensé à former des guides, des responsables, des encadreurs. Là, la première formation date de 2017. On a formé un groupe de guides de montagne. Après 2017, on est resté 5 ans depuis 2017 jusqu'à 2021. Entre-temps, il y a eu le Covid aussi. Oui, la période de Covid. Mais vu l'engouement qu'a connu la randonnée, vu aussi les demandes importantes au niveau de la DGS, où les jeunes nous demandent d'organiser ce genre de formation-là, en tant que directeur de la jeunesse et des sports, nous sommes toujours au service de la jeunesse, on doit les encadrer, on doit les soutenir. C'est pour ça qu'on a programmé cette formation. Il y a beaucoup plus une formation. Pourquoi on a dépassé l'étape de la promotion? On pense à autre chose, à professionnaliser la formation et aussi à former des guides de montagne professionnels, des guides de montagne qui maîtrisent bien leur métier. Parce que, madame, écoute, il y a des familles qui sortent le week-end, chaque week-end de la Kabylie, il y a plein de monde. Oui. Et c'est pour éviter justement les accidents, éviter ce qu'il y ait des accidents. C'est pour ça la formation de guide de montagne, on s'est dit comme quoi c'est très important pour les familles, pour les enfants et pour que la randonnée soit une activité qu'on doit programmer pour le plaisir. Ludique et surtout sécurisé aussi. Exactement. C'est ça le premier objectif de la formation des guides de montagne. On a pris attache avec les directeurs des maisons de jeunes parce qu'on a comme d'âge les directeurs de maisons de jeunes pour former des cadres de la jeunesse et des sports comme guide de montagne. Aussi les associations partenaires, le mouvement associatif. Il y a aussi ceux qui sont des fonctionnaires, ils sont intéressés à la formation. Individuellement. Dans l'ensemble, après... Donc elle est ouverte même, on va dire, aux gens qui ne... Ah oui, la liste est toujours ouverte. On a exigé plus ou moins un niveau intellectuel, c'est le terminal, avoir un niveau terminal. Quoique, on a fait des exceptions par rapport aux associations partenaires de la jeunesse et en des même sports. temps, il y a l'expérience. Ils ont l'expérience, ils ont comme dirais-je, l'expérience, ils sont habitués à sortir en randonnée, à encadrer les randonnées. Et pour avoir une équipe solide, une équipe de professionnels, on a fait appel à M. Mziani, qui est ex-collègue et en retraite. Là, on a ramené, je dirais, une bonne équipe d'encadrement composée d'enseignants, composée de professionnels.
C'est pour ça, à la fin, je dirais par rapport au témoignage des participants, comme quoi on a réussi cette formation et Inch'Allah, on pense à autre chose. D'accord, Voilà. très bien. Donc, Monsieur Mziani, on a fait appel à vous. Donc, vous étiez en 2017, vous avez participé donc à la première formation? Oui, c'était la première formation que j'ai dirigée. D'accord. Donc, c'était une expérience, c'était une réussite, suivant les avis des anciens stagiaires et des anciens formateurs. À l'époque, il était encore. J'étais chef de bureau. Oui, j'étais chef de bureau, donc j'étais motivé, très motivé, même aujourd'hui d'ailleurs. Si je vais parler de cette formation, je dois revenir juste un petit peu à l'histoire des sports de montagne des années 60, juste après l'indépendance. Il y avait une fédération algérienne des sports de montagne qui activait en ce temps-là. Elle prenait en charge tous les volets, que ce soit le ski, l'escalade, l'alpinisme, les randonnées, y compris la spéléologie, parce que la spéléologie aujourd'hui, pour les téléspectateurs, c'est l'activité des grottes et des gouffres, c'est-à-dire al-magharat en arabe. Donc, les années 80, j'avais eu la vingtaine d'années, c'est là qu'on a créé au pied du Djurdjura, dans les Ouadias, une association qu'on a dénommée Montacle Ouadia. C'est là qu'on a commencé à apprendre les rouages de ces sports de montagne, le ski, l'alpinisme, l'escalade et la randonnée. Donc, après avoir rejoint le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire j'étais fonctionnaire, on a développé, même si j'étais fonctionnaire, en même temps, on faisait ces activités, c'était des loisirs pour nous, qu'on aimait. Voilà. Donc, pour ne pas m'étaler sur l'histoire un petit peu, le stage dont M. Qaddash, voilà, cette photo, c'est moi en 88 avec le petit renard dans le Djurdjura. C'était des recherches que faisait un ami chercheur qui fait partie de cette formation d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc une formation que je précise, vous la prenez vraiment à cœur parce que vous êtes un fervent, d'abord avant tout vous êtes un fervent défenseur de la nature. Exact. Je suis un militant écolo, mais je vais parler beaucoup plus du stage de cette formation. Voilà, l'ancien club de ski de Montacle-le-Ouadia, c'était les années 90 ici. Voilà. Donc c'est un stage qui se déroule sur combien de temps? Voilà. Donc cette formation, comme l'a dit mon ami M. Qaddash, cette formation, elle a été dictée par cet engouement des Algériens à la randonnée, aux loisirs de plein air, dans nos montagnes et forêts. Malheureusement, il y a des accidents. Et malheureusement aussi, il y a un impact négatif sur la nature. Donc il fallait recadrer ces randonneurs. Ces randonneurs expérimentés, on en a pris nous avons pris 35 cette fois-ci, 35 stagiaires que nous avons voulu recadrer pour réduire, primo les accidents en montagne. Il y a des accidents mortels qui sont arrivés dans nos montagnes en Algérie complète, y compris la réduction de la dégradation de la nature. Car quand on forme un randonneur avec une équipe de formation comme le chercheur enseignant à l'université de Tizi Ouzou en écologie, qui leur a fait la biodiversité et les écosystèmes terrestres. Ensuite, il y a un spéléologue qui leur parle des cavités souterraines du Djurdjura. Un autre, le plus important aussi, parmi les plus importants, le chef du secteur de Taleguilef, du parc national du Djurdjura, qui leur a parlé, au stagiaire bien sûr, qui leur a parlé de la réglementation, la loi régissant les espaces naturels en Algérie. Nous avons des parcs nationaux, nous avons des réserves naturelles et nous avons des forêts non encore statuées, comme la forêt de l'Akfadou que nous attendons avec patience. Donc nous avons eu aussi un météorologue pour lire. Donc c'est important parce qu'on peut très bien pour lire le ciel. C'est-à-dire le guide peut à tout moment changer d'avis. Sans compter de mauvaises rencontres, comme on peut le voir ici à l'antenne. Ah oui, on peut rencontrer toutes sortes de... Cette photo, je l'ai prise il y a à peine 15 jours. D'accord, c'est quoi? C'est une vipère. Une vipère lateste, on m'a dit que c'est une monticole. Parce qu'il y a un changement.
il y a un changement de classification. C'est une vipère dangereuse, elle est mortelle. Très bien. Elle vit entre les rochers. Pourquoi? Parmi les communications données à ces stagiaires, on leur a donné aussi ce problème de danger des insectes. Des insectes, des araignées, on peut tomber sur il y a une araignée, c'est une araignée, c'est une mygale des Alpes. Je l'ai trouvée, ensuite les chercheurs m'ont dit que c'est une mygale des Alpes. Elle est dangereuse, elle est venimeuse. Donc les gens, les randonneurs qui partent en montagne comme ça, sans savoir où mettre les pieds, ma foi, c'est pour ça que ces guides, on les a formés. L'importance d'être avec un guide. Et puis le guide, aujourd'hui, je dois le dire, le guide, il doit avoir avec lui un sac à dos de secours. Ce n'est pas un sac à dos de nourriture, c'est un sac à dos de secours. Un pantalon en plus, des chaussures en plus, une corde pour qu'elle puisse aider s'il y a un accident ou quoi. Il y a aussi les médicaments à transporter, un antiseptique, un antidiarrhée, un antidouleur, etc., etc. Très bien. Donc, comme on peut le voir, en fait, on va dire presque tout est dangereux. Oui. Donc, l'importance d'être avec un guide formé, on va dire qui va savoir d'abord donner les gestes de premier secours et surtout, en même temps, guider le groupe. Exactement. Le guide aujourd'hui, on l'a formé, on lui a donné un bagage intellectuel parce qu'il doit répondre à toutes les questions des randonneurs. Il doit savoir. Bon, il va se former. Ce n'est pas aujourd'hui, je ne le dis pas pour aujourd'hui, mais pour demain, dans une année, dans deux ans. Un guide qu'on a formé, il doit savoir répondre à toutes les questions. C'est quoi ce mausolée? Voilà. C'est quoi cette pierre? C'est quoi cet arbre? C'est quoi cet insecte? Exactement. Il doit pouvoir répondre à tout ce qui est lié à cette montagne, à cette forêt, à cette randonnée. Donc le guide d'aujourd'hui, il doit pouvoir soigner un élément s'il y a un blessé parmi ces éléments. Le mal de montagne, et il y a des sites à ne pas visiter en montagne. Dans les parcs nationaux, il y a des zones. Donc, il y a des sentiers, il y a des zones centrales qu'on appelle zones centrales. Ce sont des zones qui sont interdites au public. La forêt des Aïtouaban, elle est interdite au public eu égard à ses essences naturelles et ses essences. Oui, elle a un intérêt écologique incroyable. Elle est statuée, la forêt d'Aïtouaban est statuée comme forêt, comme réserve naturelle mondiale par l'UNESCO en 1997. Donc, là, on peut voir un petit peu la faune, la flore plutôt. Ça, c'est une pigrièche en kabyle, c'est ahadjiou. Le coquelicot. Le coquelicot orangé. Il y a du coquelicot rouge et voilà, une orchidée, une belle orchidée. Le nigel de Damas. Le nigel de Damas, je l'ai reconnu, ça va. Voilà. Donc, voilà, heureusement, l'administration de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou a été j'étais ravi lorsqu'ils m'ont fait appel. Parce que, bon, je suis en retraite, ma foi, parfois on oublie les retraités, mais au contraire. La direction m'a appelé, m'ont invité à des réunions, on a fait un travail ensemble et voilà qu'on a pu arriver à ce type de formation. J'imagine que franchement ça doit être pour vous, comme vous le dites, un militant écolo, donc de voir ces formations qui se mettent en place, donc des visiteurs qui seront structurés grâce à ces guides et en même temps une montagne, une nature plus respectable. Pardon, j'allais oublier juste un dernier mot. L'équipe de grimpe de Tizi Ouzou, le groupe de reconnaissance d'intervention au milieu périlleux qui nous ont accompagnés lors de cette formation pour ce qui est escalade et familiarisation au matériel d'escalade. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mziani. Donc le temps est un peu court, c'est dommage. J'aurais aimé vous recevoir encore un peu plus longtemps. C'est passionnant, vous savez, le temps est passé très vite. Monsieur Kdash, donc Rachid, merci aussi donc d'être venu. Bonne continuation. S'il y a de la nouveauté, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez. Mais normalement, Monsieur Kdash, vous avez un programme. On a un programme très riche.
ce sens. Dans ce sens, même d'autres formations. Automatiquement, c'est des formations qu'on prend en charge. Pour la formation de randonnée, c'est qu'on a pris en charge tous les participants, les encadreurs. On l'a organisé dans différentes régions. La première phase, on l'a organisée au niveau de l'auberge Tizi Rached, la deuxième au niveau de belle auberge de Ain el-Hammam. C'est pour ça qu'on a mis tout le monde dans de très bonnes conditions. Alhamdoulilah, et prochainement, on va organiser d'autres formations. Merci. Bonne continuation en tout cas à vous deux. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent, d'être venu ce matin. Donc, on continue avec un sujet de Lamia Bedbouda et c'est le premier forum des arts culinaires et des gâteaux à Ben Jarrah. Voilà, on regarde. La bibliothèque municipale ressemblait à une véritable ruche. Les participantes au premier forum arabe d'art culinaire et gâteaux s'empressent de présenter leur réalisation sous le meilleur angle, voulant ainsi susciter l'émerveillement visuel et sensoriel du jury. Mon but est de faire sortir ces femmes artisanes de l'anonymat et promouvoir ainsi leur travail. Et pour les encourager, nous avons pensé à 10 prix au lieu de 3. Les prix, c'est من 1 حتى ل 10 عندنا ما درناش juste 3. Elles sont venues des 4 coins du pays. Certaines optent pour la modernité, comme le cake design. D'autres restent dans la pure tradition. J'ai tenu à participer parce que vraiment, des fois, j'ai mal au cœur de voir que les gens, ils ont oublié le traditionnel. Malgré le traditionnel, c'est 1000 fois mieux, c'est plus bon. En plus, je trouve que c'est moins sucré que maintenant. Maintenant, les gens, ils sont en tendance à chercher les couleurs, à chercher... Ils ont oublié ça. Et malgré ça, c'est les racines tawana. Fliou, zatar, meriwa ou zouaza, des plantes aromatiques qui composent le couscous et sa sauce. J'ai nommé pour vous Ta'am Sraïr d'Adrar. J'ai participé avec Ta'am Sraïr. On le prépare pour la circoncision et pour la maman qui allaite. Il y a l'ouzouaza, al-azir et plein d'autres plantes aromatiques. Sa sauce rouge est différente de la sauce blanche. À la fin, on rajoute le halba, senouj et du karvi. مفصل على الطعام الابيض نديروا فيه الحلبه والسانوج والكرويه. جيت مليكيه على كنزات ولايه سطيف. جبت ماكله تراديسيونال تاعنا لا ريجيو تاعنا. اولا تيكور بابين بالفول وبسكسو بيصار اشدلوح ابازين البسباس الحشيش القاع تاع الورد وشليطه وتمعوش ومع الخضره وصبها ببراس. L'esthétique, oui, mais le goût avant tout. Chef Houssem de Constantine a la lourde tâche de noter les candidates. Aujourd'hui, on a tendance à oublier l'art culinaire traditionnel. Moi, avec les gâteaux traditionnels, j'ai raflé la 3e place en Jordanie. Hamdi Pacha Naama, elle, a choisi de raviver certains plats, héritage d'un savoir-faire culinaire ancestral. Quand je suis là, c'est pour faire revivre la plupart des plats qui sont dans l'oubli, malheureusement. On va commencer par chouchat al khobz, liebs, plat qui est vraiment oublié. La plupart n'sawha malheureusement. Voilà. Le ma'douloussiya en sauce. À la fin, je vais vous présenter macaron ben turc, اللي يقولوا له ناس بليده macaron l'ama. Ce concours est une aubaine pour montrer notre riche patrimoine culinaire et se préparer, pourquoi pas, à un concours international.
De retour sur le plateau, donc Lamia Bedbouda nous a mis l'eau à la bouche avec toutes ses spécialités et donc m'a rejoint sur le plateau Kenza Brahti. Sabah al-Khair. Merci d'être là. Merci. Donc Merci vous êtes l'organisatrice de ce concours, donc exposition et en même temps concours. Concours, exposition, concours. Très bien, merci beaucoup. Donc à mes côtés, Roufaïda Al-Aïdi. Sabah al-Khair, merci. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à vous, merci d'être venu. Et Fatma. C'est Belkadi. Ah, Belkadi. Alors, Belkadi. Nassima. Merci aussi d'être venu. Merci, bonjour, et je suis fière d'être avec vous. Merci beaucoup. Tout plaisir est pour nous. Vous nous avez garni donc le plateau de tous ces mets, de toutes ces spécialités. Et donc, on va déjà commencer un petit peu de parler du concours. Comment ça s'est passé? Bon, c'était à Bedjarrah. À Bedjarrah, oui. Voilà, très bien. Au niveau de Baladiyat Bedjarrah, c'est dans le Maktaba. Maktabat ala Ouchiche, à Bedjarrah. Oui. Très bien. Il y avait combien de personnes qui ont participé? Ils étaient à 60 tables. 60 tables. 60 tables. Très bien. Variété, cuisine. Variété, bien sûr. Entre les gâteaux et la cuisine et le cake design. Et le chocolat aussi. Chocolat aussi, oui. Donc il y avait pratiquement tout. Un peu de tout. Donc de la pâtisserie, des plats traditionnels aussi. Oui, des plats traditionnels et gastro. Et gastronomique. Très bien. Ouais. Donc, comment ça s'est passé un petit peu? C'était quoi, on va dire, le premier objectif? Est-ce qu'il fallait innover ou on devait rester dans le traditionnel? Non, juste le traditionnel. Donc, on pouvait... bien sûr. Très bien. Donc, innover. C'est des plats traditionnels qui m'ont Très bien. Donc, le gastronomie, revisiter, oui. Le gastronomie, même les gâteaux. Très bien. Pauline, un peu, comment ça s'est passé? Quelle ambiance il y avait? Oui, ils étaient vraiment... Je ne m'attendais pas. Ça a été vraiment formidable. Très bien. Donc, on a dit plat traditionnel. Est-ce que ceux qui passaient le concours devaient faire obligatoirement un plat salé, un plat sucré, ou alors Koulouhda ce qu'elle faisait? Non. Koulouhda ce qu'elle faisait, le choix. D'accord. Ça a pris combien de temps? Chaque personne avait combien de temps? Est-ce qu'il y avait, on va dire, un temps respecté? Elles avaient 2 heures pour préparer quelque chose ou... À peu près. D'accord. À peu près 2 heures. Très bien. Donc, hommes et femmes, ou juste il y avait beaucoup plus de femmes? Beaucoup plus de femmes. C'était juste des femmes. Très bien. Donc, racontez-nous un petit peu, Colina, comment ça s'est passé, l'ambiance? L'ambiance, elle était magnifique. Bon, c'était ma première fois que je participe à ce concours et ça m'a fait vraiment plaisir. Et je voulais plus, c'est-à-dire, comme on dit en arabe, khalif tu'araf. J'étais sûre que sur c'est-à-dire les participantes, ils vont faire tout ce qui est moderne, les fruits en 3D. Alors, je préférais travailler l'ancien. Alors, j'ai opté pour l'ancienne méthode. Donc c'est un décor avec une petite touche, on va dire, et même le goût, c'était à l'ancienne. Alors, c'est-à-dire, je voulais montrer rester dans le traditionnel pur. Oui, parce qu'on a commencé à perdre ça. C'est-à-dire, maintenant, on était plus penchés sur tout ce qui est moderne, sur tout ce qui est... Ça, on a oublié les traditions. Sur les gâteaux, même la recette elle-même, elle a beaucoup changé. Personnellement, je suis contre. C'est-à-dire, je préfère garder la recette elle-même avec une petite déco. Mais si je fais, par exemple, un truc nouveau, je ne lui donne pas le même nom. Ah, d'accord. Donc, il faut lui donner... Pour moi, c'est mon avis. Non, bien entendu, c'est clair. Parce qu'en fait, la cuisine, chacun comment qu'il la voit, chacun comment qu'il la vit. Voilà. Oui. Effectivement, donc, alors vous êtes plus, on va dire, gardien des anciennes recettes. Je préfère. Oui. Et même pour le culinaire, j'ai fait, mais c'était un peu, c'est-à-dire revisité. Comme il y avait des tagines, au lieu de les mettre dans des assiettes, j'ai fait des tagines revisitées avec un autre modèle, avec d'autres motifs. Et c'était des tagines de quoi exactement? Bon, il y avait tagine jben, il y avait tagine... une spécialité c'est Constantine. De Constantine, oui. Voilà. Et vous savez très bien, Constantine, on est distingué pour les plats sucrés et plats... oui, on a une variété. Il y avait aussi, c'est un tagine aussi, c'est un mets salé sucré. En général, soit on le met à la place de l'hamlahlo, ou on le met comme dessert pour les soirées. Et donc, de quoi il est composé exactement? Il est composé d'un fond, une sauce. Après cette sauce, on va la filtrer
Et on a des mesures à faire, c'est de la sauce avec de la viande, du miel, oui, et de la viande de veau. Hein. D'accord. Oui. Pas d'agneau. Non, pas d'agneau de veau. Pour avoir la gélatine, pour avoir cet aspect. Ce côté gélatineux. Oui. Très bien. Alors il y avait du miel, il y avait de la maïzena et on le fait cuire sur le feu. Après on le décore. L'ancien décor c'était avec de la viande, mais les gens n'aiment pas vraiment ça. Oui. Alors j'ai opté pour des noix et des amandes comme on peut voir. En tout cas, ça a l'air délicieux. C'est très bon, oui. Voilà. Quant à vous, vous avez plein de médailles. Akina, un petit peu dans toutes Moi ces aussi, médailles. je voulais montrer notre patrimoine. D'accord. Alors, j'ai participé à la cuisine, bien sûr. Donc, vous faites plus cuisine. Cuisine et j'aimais tenir le barrage avec leur fils. Donc, أنا درت توليفة كما يقولوا توليفة بحرت كامل كاع la cuisine algérienne. C'est pas Alger. Je suis d'Alger et ma mère de Qsba. Mais je voulais montrer notre plat algérienne qui sont enfin mais يعرفوهمش même pas هنا. Ah justement. Donc par exemple الحق كامل les candidats كامل ما شاء الله bien. Donc تعرفنا كاين مسكيكه عنابه قسنطينه دونك كامل كاع بون نشوف هكا نقول ابا هذا بلا تاع الجزائر تاع قسنطينه تاع السكيكه كيفاش ندار دونك ما نعرفوهمش كاع دونك il existe par exemple انا درت طعام تاع الغواط طعام الغواط سي ديفيرون C'est différent. C'est des كيفاش يقولوا les légumes تاعهم وحدهم les épices تاعهم c'est spécial. طعام بيض ولا طعام؟ Non c'est حمر. Il est composé avec أنا من الجزائر دونك جامي ما رحت من بلادي بجايه ما رحتش. دونك قعدت غير في القصبه ناكل غير مرقه بيضاء دونك انا جاياتك دونك ناكل غير مرقه بيضاء مرقه حمراء وخلاص واللحم الحلو وهذه وسيتو بيان سور عندنا حنا ماكله بيان دونك انا كي كليت الماكله تاع الغواط نو قلت له هذا هو الماكله اللي فريمون هو خير علاه باسكو الطعام تاعهم عندهم واحد العشبه يقولوا لها شيبه الشيخ دونك كيفاش يكملوا دونك ميم لي زيبيس اي سبيسيال سون سبيسيال وعندهم كابويا الي زعما في الطحا يقولوا لها كالاباز كالاباز دونك واش دير عندها سبيسيال لو غو سبيسيال تحطيها شويه حلوه ان بو سكري وي وعندهم الهرمس هكا سي البرقوق ينشفوه هيتو وعندهم ثاني هذا لو كوسكوس اللي كومبوزي دو سكري سالي sucré salé. D'accord. Voilà, sucré salé et les épices تاعهم الحداق et tout كاع. Donc واش يكون مع الاول ما تشوفش. C'est des حواوش نو c'est des épices. C'est des épices et puis هذيك العشبه مع الاخر تحطيها. Donc هذيك les épices سبيسيال الحداق et tout كامل كاع اللي يدرسوهم ويحمصوهم كاع بعد يديروهم ومن بعد ابخي كي يطيب يديروا هاد العشبه الشيخ. بون قلت كومبوزي دو الهرمس هذا الاخر يدرسوه كامل كاع ويعاودوا يرحوه كاع ويديروا هذه العشبه ابخي كي طيب يديروا العشبه يديروها بالبريكي يعاودوا يديروها يديروها في النار في المرقه بليتو كيحطوها عباك الريحه تجيك من بعيد. قلت علاش ما نشاركوش بهذا اي بي ثاني شاركنا بالمقارون العمى مقارون بالترك اصله تركي مي حنا كي عاشوا هنا بيان سور في البليده يقولوا له سي مقارون العمى وكاين يقولوا له غريتيلا كاين يقولوا له كوارط فوالا. علاش قلت لك لو نون يجي لو تيرم اكزيست بصح كل واحد كيفاش يسميه فوالا. الوغ البراج ثاني انا من قسنطينه ثاني فريمون الي توب دو توب تاع قسنطينه توب دو توب داكور وي. الوغ الفيس واش زدت له لمسه زدت له الجوز واللوز هكا بور موديفيي ان بو بيسكو واش كاين عندنا هكا باش كيفاش يقولوا ننموه فوالا. شاركت ثاني كيفاش يقولوا الصفه تاع التمسان. شاركت ثاني واش ثاني اللحم الحلو تاعنا واش كانت شفايك نطا على قلت درت توليفه الماء خيطو كلش والفه مي انا نهضر على لا طاب تاعي مي ما ننساوش لي طاب الاخرين فريمون سيتي فاريي ما شاء الله. نقولوا المنافسه بزاف كبيره وي سورتو في لي غاتو كانت المنافسه وي لي زالجيرواز ابدعت وي خرجوا ميم لي غاتو ما شاء الله سيتي فريمون كان عرس كما يقولوا عرس. on peut parler un petit peu des médailles raconte bien les médailles كل وحده عندها une histoire bien sûr j'imagine parce que حنايا توجور بدينا
début تاعنا كان c'est à zéro. شحال عندك à peu près vous êtes dans le domaine dans la cuisine? راني دوكا في 6 ans. Très bien, très bien. 6 ans. Donc 6 ans mais خرجت le terrain directement. ما استنيتش. Donc رحتي la pratique ou directement la pratique directement. Ou à chaque fois qu'il y avait un concours كنتي Bien sûr نكون فيه وكيما بداو كامل. C'était son premier C'était mon premier concours اللي انا j'étais comme ça انا تانيت و aujourd'hui الله يبارك راكي كوتش. Oui, voilà, très bien. Alhamdulillah. Oui, elle est spécialisée de gâteaux aussi à Kenza. Gâteaux et pâtisseries. Elle est spécialisée. Gâteaux et pâtisseries, j'ai fait le baklawa. بقلاوة العروسة كما نقولوا. علاش بوركو بقلاوة العروسة؟ باسكو حنايا العروسة في تقاليدنا وعاداتنا في ألجي. D'accord. On veut juste voir les médailles. Les gars en régie, on veut voir les médailles. Ah oui, bien sûr. Non, tu vois, j'imagine. Voilà, quelques-unes. De chaque médaille. De chaque médaille. عندي في الأيادي الذهبية مع نوال ويحيى. J'ai participé. J'ai participé تاني مع نصيرة بوديسة في سوفيتال تانيت هذه تاعنا المعرض تاعنا وي المعرض تاعنا بون جي الوشاح تاعي مازال ما علقت فيها كامل لي ميداي تاعي لي بينز تاعي كاملين تري بيان الاخرين انا وريناهم لو كاميرامان وي هذه تاع المهرجان هذه لا بروميير كولينير سي لا بروميير ان شاء الله دو بلان دونك سي لو بروميير بري دوزيام بري والاخرين تاع المهرجان العربي والمهرجان تاع القصبه. Franchement, ça fait plaisir de voir toute cette bonne volonté, de la passion, parce que vous êtes des passionnés. Il faut aimer. Si on n'aime pas, c'est clair que... Quand on aime, on donne. Exactement. كي نحبوا الحاجة نمدوا نبدعوا. Vraiment, la femme algérienne تبدع. Bah justement. Mais aussi كانت حاجة ما خير ثاني كاين سي دي فام او فوايي اي لي زوتر تلقايهم تقولي قاعدين غير في الطبخ نو اي با كاين في التربيه كاين في التعليم العالي كاين سي دي بروف كاين سي دي ما باش كل واحد واش يخدم اي با سي دي كونطابل اي تو مي من هواة الطبخ باش يوروا الباتريمون تاعنا باش ما يقعدش هكا كيفاش يقولوا عرف ويتعرف كامل. وعلاش درنا ثاني هذا تاع العربي هكا باش نقولوا من كل زعما حديقه نجيبوا زهره هذا باش يكون باسكو يافي ثاني فلسطينيه برك ما جاتش دونك هذيك ثاني فريمون فرحت قالت لنا ماشي برك تحبونا دونك احنا ثاني راكم شاركتونا باش ما نقعدوش هكذايا ديريكت قالت لنا بلي حسيت راني في بلادي. Voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc Kenza, voilà, donc en tout cas, je vous dis bravo donc à ce concours. En tout cas, c'est magnifique. On a juste un avant-goût. Lamia Boudbouda, elle, nous a fait nous a fait vivre donc cet événement. Atekom Saha, beaucoup encore d'autres succès. Merci d'être venu. Atekom Saha. Merci. Voilà. Quant à moi, je vous dis merci. On arrive déjà à la fin de notre émission, mais vous pouvez rester toujours sur les programmes de Canal Algérie. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.